Décès de Mutombo Dikembe de suite d'un cancer de cerveau. Les hommages continuent de pleuvoir à travers le monde pour ce géant du basketball, pivot de très grande taille et philanthrope. De médecins œuvrant dans le secteur public ont organisé un sit-in à la primature pour réclamer leur alignement pour le paiement de leurs primes au dernier trimestre de 2024. La question de la révision de la Constitution est-elle prioritaire alors que plusieurs partis de la République démocratique du Congo sont occupés par le rebelle du M23? Le sujet ravive la polémique entre la classe politique congolaise. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique de Nations U20, les Léopards affrontent ce soir les Lions indomptables du Cameroun en demi-finale du tournoi Unifac. Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour vous informer. Les réactions se multiplient à travers le monde après la mort de la légende du basketball Mutombo Dikembe à l'âge de 58 ans de suite d'une tumeur cérébrale. Félix Tshisekedi, Barack Obama, Bill Clinton, Martin Fayulu, Moïse Katumbi rendent hommage à une figure emblématique de la NBA, mais aussi à un grand philanthrope. La nouvelle de la mort de cette icône du basketball international a laissé le monde entier sous une vive émotion. Décédé à l'âge de 58 ans de suite d'une tumeur cérébrale, Mutombo Dikembe a d'abord reçu des hommages de la part de ses compatriotes congolais, notamment le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Pour lui, Mutombo Dikembe était un sportif de talent, un citoyen engagé et un exemple de réussite pour la jeunesse. Autre réaction, c'est celle de l'opposant Martin Fayulu qui salue la mémoire d'un géant du basketball congolais, une légende de la NBA, mais aussi un modèle d'engagement et d'unité. De son côté, Moïse Katumbi pense que l'héritage des Mutombo Dikembe à travers ses œuvres remarquables témoignera toujours de l'homme de cœur qu'il a été. Le monde a aussi réagi à la disparition inopinée de la star de la NBA, le cas de l'ancien président américain Barack Obama, qui a déclaré, je cite, « Dikembe Mutombo était un joueur de basket incroyable, l'un des meilleurs contreurs et défenseurs de tout le temps, mais il a également inspiré une génération de jeunes à travers l'Afrique et son travail en tant que premier ambassadeur mondial de la NBA a changé la façon dont les athlètes envisagent leur impact en dehors du terrain. Michel et moi pensons à la famille de Dikembe et à tous ceux qui l'ont connu et aimé. » Fin de citation. Le 42e président des États-Unis, Bill Clinton, et son épouse Hillary, qui n'ont pas caché leur tristesse, ont dans une déclaration commune rendu hommage à un joueur de basketball légendaire, un humanitaire dévoué et un homme profondément bon. Je n'oublierai jamais d'accueillir sa grande famille à la Maison Blanche, a laissé entendre Bill Clinton. Pour rappel, Jean-Jacques Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba a été élu à 4 reprises meilleur défenseur de la NBA. Que son âme repose en paix. Et la Hongrie annonce l'ouverture prochaine de son ambassade en RDC. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre hongrois lors d'un point de presse conjoint avec le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. La Hongrie s'est décidée d'augmenter ses investissements en faveur de la République démocratique du Congo, tandis que Félix Tshisekedi est revenu sur l'agression rwandaise. On écoute tour à tour le Premier ministre hongrois et les présidents de la République. Aujourd'hui, nous avons décidé de lancer un programme stratégique global avec la RCD et avec le président Tshisekedi. Nous allons avoir 3 piliers pour soutenir et maintenir ce programme. Le pilier économique, le politique et pilier infrastructurel et éducatif. Il était important à nos yeux de venir en ce moment et de faire part aux autorités hongroises du premier et principal souci que nous avons en ce moment, qui nous empêche vraiment d'avoir un développement normal, c'est évidemment le souci sécuritaire qui, comme vous le savez, est caractérisé par cette agression barbare et injuste dont nous sommes victimes par
l'un de nos voisins, le Rwanda, et laquelle agression a causé beaucoup de dégâts humanitaires. Nous avons examiné les domaines de coopération. Je crois que vous les avez suffisamment entendus dans les détails. Je ne vais pas revenir là-dessus par le Premier ministre. Et donc, je voudrais simplement insister sur le fait que nous sommes engagés et déterminés à améliorer, à consolider ces relations, ces échanges, parce que la République démocratique du Congo est un pays qui a et offre beaucoup qui a des potentialités et offre beaucoup d'opportunités. Nous croyons vraiment que les ingrédients sont réunis pour pouvoir développer ensemble une coopération gagnant-gagnant. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché une nouvelle fois sur la guerre dans l'Est, occasion pour la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, d'accuser le M23 de contrôler la production de coltan générant $300 000 américains par mois. La MONUSCO dénonce le fait que ce blanchiment criminel de ressources naturelles de la RDC alimente les groupes armés. En mission officielle en Ituri, le vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango, aurait échappé de justesse à un kidnapping planifié par la milice Codeco en complicité avec la notabilité Lendou. Les informations indiquent que la milice a tenté d'empêcher le début du dialogue intracommunautaire qui devrait débuter hier lundi, exigeant une somme exorbitante de $10 000 américains, représentant la moitié du budget alloué pour ces assises. En Ituri, le sacrifice du vice-ministre de la Défense nationale et des aciers combattants, Sami Adoubango, pour la recherche de la paix dans cette province du nord-est de la RDC a été payé à monnaie de singe à Pandroma, à territoire d'Indjougou, par le groupe milice Codeco, à complicité avec une certaine notabilité de la communauté Lendou. Alors que le déplacement du vice-ministre de la Défense pour Pandroma a été annoncé pour le vendredi 20 septembre dernier, afin de sensibiliser la population Lendou à la paix, sa mission dans cette entité sous domination de la milice Codeco a été annulé à la dernière minute. Prêt à quitter les salons d'honneur pour prendre son hélicoptère avec toute sa délégation, une fuite confirma le déploiement massif de certains d'éléments Codeco sur instruction d'un notable Lendou attendait le vice-ministre de la Défense pour les kidnapper et exigeait du gouvernement congolais la libération de tous les sujets Lendou arrêtés pour le massacre commis en Ituri avant le relâchement du vice-ministre de la Défense nationale à contrepartie, selon des précisions arrachées de Bassazoka qui est lui-même leader de la milice Codeco. Cette information a été également confirmée par notre source à la MONUSCO qui a reçu la nouvelle juste avant le décollage de son hélicoptère qui était disponibilisé pour le déplacement de Sami Adoubango dans les endroits où les avions commerciaux et les véhicules ne peuvent pas arriver. Rappelons que le vice-ministre de la Défense nationale Sami Adoubango était à pour faire un état des lieux de la situation sécuritaire sur terrain, sensibiliser la population iturienne à la paix et contre les M23 dont la menace sécuritaire pèse également sur cette province. Après avoir relancé le débat sur la modification de la Constitution de la République démocratique du Congo par le secrétaire général de l'UDPS et membre de la majorité au pouvoir, Augustin Kabouya, les réactions fusent de partout, dans la mesure où certains estiment qu'elle n'est pas une priorité au moment où la partie orientale est encore occupée par le rebelle du M23. Mais les avis restent tout de même partagés. On va suivre John Kankonda, président du PNEC, qui soutient la position d'Augustin Kabouya. Le changement de la Constitution est motivé par plusieurs éléments qui nous poussent en tant que peuple à nous poser les questions profondes sur notre pays, notamment la question sécuritaire avec la déstabilisation de notre pays où la partie orientale, soit est de notre pays, est le théâtre de massacres, de tueries, trahisons sur le plan de l'armée, l'infiltration. Et tout ça est motivé par le fait que la Constitution est justement à la base de cette question-là aussi, parce que quand vous prenez les articles 217, 4 et 51, vous voyez clairement que la Constitution a fait déjà planter les décors de la balkanisation et surtout que l'abandon partiel de notre souveraineté est déjà imprimé là-dedans.
Et vous allez également comprendre que sur le plan de la nationalité, déjà quand vous prenez la Constitution de Louabourg, à son article 7, il a été clairement défini qui est Zaïrois, c'est-à-dire qu'à la fin on précise que vous êtes des pères et mères. Mais ce vocable a été enlevé lors de la rédaction de cette Constitution du 18 février 2006 qui met une situation floue et ambiguë qui nous pousse dans des débats inutiles. Nous avons notamment les cas Katumbi, on a également les cas de Sami Badibanga qui devait devenir Premier ministre et entre-temps il avait la nationalité belge. Et vous comprenez que ceux qui s'opposent à cette démarche ne comprennent pas les raisons profondes. Or, les changements d'une loi dans un pays où les lois sont prises en tenant compte des réalités socio-culturelles, politiques et même économiques dans un pays. Par contre, l'opposant Devos Kitio, co-secrétaire général de l'ECD, de Martin Fayoulou, juge ces débats inopportuns. Le changement de la Constitution dans le contexte actuel est à la fois inopportun et impossible. Inopportun parce que nous sommes dans un pays occupé par une armée étrangère et qu'on ne peut pas envisager organiser un référendum populaire pour déverrouiller les dispositions de la Constitution dans une partie de la République. Et ça a une façon de consacrer carrément la balkanisation de notre pays. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Deuxièmement, les institutions qui gouvernent les pays aujourd'hui sont illégitimes. C'est une prolongation du braquage électoral appuyé par un simulacre d'élection qui n'ont aucune légitimité au sein des Congolais. Donc ce n'est pas une tâche facile aujourd'hui pour que des institutions contestées se mettent à changer la Constitution. Est-ce que sur le plan moral, sur le plan spirituel, est-il acceptable et admissible que dans le contexte aujourd'hui d'occupation de notre pays, de gabegie financière, d'instrumentalisation de la justice et de chaos électoral, est-ce que dans ce contexte, on peut aujourd'hui prendre comme priorité dans ce pays le changement de la Constitution? La misère de ce peuple ici, est-ce que c'est le fait de la Constitution? Donc nous pensons que M. Kabou est en train d'amuser la galerie pour distraire les gens qui lui demandent de quitter le poste. Il crée un conflit artificiel externe pour tenter de souder la cohésion interne. Et c'est de la bonne blague, ce n'est pas sérieux, on ne peut pas aborder les questions d'État avec une telle légèreté pour faire plaire à ses militants. Les élèves de l'École nationale des finances ont investi les cabinets du ministre des Finances Doudou Fwamba pour le remercier ensemble avec le président de la République qui vient de signer l'acte pour leur prise en charge en tant que fonctionnaire et ce après 14 ans d'attente. Leur descente surprise a été rythmée par des fanfares et des chants de reconnaissance envers le président de la République Félix Tshisekedi et l'un de ses fidèles lieutenants Doudou Fwamba, qui vient de donner une nouvelle preuve de sa détermination à matérialiser la vision du chef de l'État bâtie sur le peuple d'abord. La signature de l'acte de prise en charge est conforme au programme d'action du gouvernement dans son volet relatif au renforcement de l'efficacité des services publics. Le ministre des Finances, enchanté de cette visite surprise, est allé à la rencontre de ses élèves et les a exhortés à ne pas décevoir ni le président de la République, ni la première ministre qui compte sur la performance des fonctionnaires publics pour matérialiser les engagements du chef de l'État pour le quinquennat. Le dossier a commencé depuis 2010. Plusieurs ministres se sont succédés. Mais son Excellence, Monsieur le ministre Doudou Fwamba, Libotaï Likonde, avait pris à bras le corps et a tapé la main sur la table pour trouver une solution adéquate par rapport à nos préoccupations. Nous avions passé plus de 14 ans dans le chômage, derrière les couloirs, pour trouver la solution par rapport à notre inquiétude. Aujourd'hui, nous sommes ici devant les cabinets pour dire merci à son Excellence Doudou Fwamba pour la mise en service de tous les lauréats. Le ministre des Finances a encouragé ces lauréats
de l'École nationale des finances a travaillé avec dévouement, intégrité et conscience, tout en bannissant ces antivaleurs, corruption, tribalisme et népotisme. Il les a appelés à adopter un comportement conforme au code des bonnes conduites des agents publics. La tension était palpable à la primature alors que le maintien du secteur public ont organisé un sit-in pour réclamer leur alignement pour le paiement de leurs primes au dernier trimestre de 2024. Une scène qui illustre les difficultés persistantes auxquelles sont confrontés les professionnels de la santé dans le pays. Ces sit-in à la primature marquent un nouveau chapitre dans la lutte de professionnels de la santé pour la reconnaissance de leur travail et l'amélioration de leurs conditions de travail. Au-delà de la question de primes, c'est toute la question de la valorisation des secteurs de la santé en RDC qui est posée. Le maintien sont en première ligne dans la lutte contre les maladies et les pandémies et il est essentiel que leur travail soit reconnu à sa juste valeur. Le Fonds mondial pour la nature a, après une évaluation positive de la première phase du projet PGAPF, lancé le projet PIRED, Plateau Bolobo au Maïndombe en présence du ministre provincial de l'Environnement et de l'administrateur du territoire. Ce projet vise l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. Nous sommes dans la province du Maïndombe. Il s'agit de la cérémonie du démarrage du projet PIRED Plateau Bolobo par le Fonds mondial pour la nature, VVF. Dans son mot de circonstance, le représentant du VVF, Julva Lissandela, a réaffirmé l'engagement de VVF dans le domaine d'appui à la gouvernance forestière et de l'agriculture durable. Il s'agit de l'amélioration des conditions de vie des communautés locales à travers l'intervention du projet intégré PIRED Plateau. Le PIRED Plateau visant à réduire la déforestation et la dégradation forestière, explique tour à tour le chef des programmes, M. Laurent Ndenga, et le gestionnaire du projet. Vous savez que ce projet a eu des acquis que nous tenons à consolider. Durant les 3 prochaines années, il sera question tout au long de ce projet de consolider les acquis, disons des approches de gouvernance et d'innovation technique permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En fait, la gestion des projets, nous accompagnons nos partenaires dans la gestion rigoureuse de leurs projets en veillant au respect de délais, des budgets et des objectifs fixés. Une annonce qui réjouit l'administrateur du territoire, M. Jonathan Ipoma, et le ministre provincial de l'Environnement, M. Ignace Monza. On croit le représentant du FONARED, bailleur de fonds, M. Cédric. Ce projet va s'étendre sur une durée de 3 ans. C'est depuis plusieurs années que le VVF intervient au Maïndombe dans les activités de la conservation et protection de la biodiversité en vue de l'amélioration des conditions de vie de communautés locales. Un incendie s'est déclaré dans l'après-midi d'hier au quartier Kinkole, dans la commune de Nantélé. Pas de pertes en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels sont enregistrés. À la base, c'est l'exploitation abusive du carburant selon le bourgmestre de cette commune, Franck Monzola Messo, que nous avons contacté. On l'écoute. L'incendie d'hier s'était créé beaucoup plus par rapport, je peux dire, à l'exploitation du carburant d'une manière abusive, parce que dans les ports, il y a des vendeurs de carburant. Il est interdit de vendre des carburants, notamment dans ces genres, notamment en fait dans ces genres des endroits, parce que comme vous le savez bien, les ports, elle est constituée beaucoup plus dans des marchés pirates. Donc là où il y a la population qui exerce les activités chaque jour et vous exposez du carburant, vous voyez, ça constitue un danger permanent. Nous avons déjà interdit à tous ces vendeurs du carburant de ne pas exercer ce genre d'activités du côté port. Mais faute notamment de ne pas respecter les instructions qui ont été données, ou carrément même au commandant de la place par rapport aux différentes réunions sécuritaires que nous avons eu à obtenir ici, et j'ai toujours insisté là-dedans. Mais l'incendie d'hier, je dirais, depuis que je suis là, ça fait déjà 3 fois que j'ai assisté dans ce genre de choses. Maintenant, ils sont en train de le faire d'une manière un peu clandestine. Alors, lobby, ça c'est encore, hier ça c'est encore d'exploser, et c'est ça qui a créé beaucoup plus de dégâts
matériels, hein. Il n'y a pas la perte de vie humaine, il n'y a que des dégâts matériels qui a été créé. Mais néanmoins, nous avons rapidement demandé l'intervention de l'anti-incendie au niveau de la ville. Nous profitons aussi à demander à Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, de nous aider en tant que le gouverneur, beaucoup plus dans des communes. En sport éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations U20, les Léopards affrontent ce soir les Lions indomptables du Cameroun en demi-finale du tournoi Unifac. Après une défaite et une victoire respectivement contre le Congo et la Guinée équatoriale, Guy Boukassa espère que ses poulains vont afficher un autre visage ce soir. On va suivre le sélectionneur du Léopard U20 en conférence de presse d'avant-match. Bravo aux garçons et nous rendons toute la gloire à Dieu parce qu'on sort quand même de loin. Je ne cesse de le dire depuis qu'on est arrivé ici, on n'a pas les mêmes armes que nos concurrents et ça peut se remarquer rien que quand les équipes sortent. Vous voyez qu'en termes numéraires, on est bien en infériorité. Donc les garçons, ils ont été forts mentalement et ils ont su appliquer le plan qui a été proposé hier lors des entraînements pour mettre en difficulté cette équipe guinéenne qui malgré tout a proposé une très belle résistance en face. Bien sûr, elle nous a menés au score. On est resté sérieux sans s'écarter de notre objectif qui était d'arracher les 3 points. Donc je pense que en résumé, les garçons ont été très sérieux et ils ont pris en compte les attentes de la République parce qu'ils sont ici au service de la République et voilà, ils se sont battus jusqu'au bout. Déjà, vous avez observé qu'il n'y a pas eu de changement après la mi-temps. C'était les mêmes hommes qui étaient revenus. Donc, on leur a rappelé leurs responsabilités. Lorsqu'on défend les couleurs nationales, même s'il n'y a que 2 remplaçants, déjà, on leur a dit, on n'a pas droit au changement. Donc, c'était ça le discours. On n'a pas réinventé les choses. On leur a juste dit qu'ils devaient se battre jusqu'au bout parce qu'on n'avait pas de changement. Et les garçons en ont pris conscience et on s'est battus et bravo à eux pour ça. Honnêtement, je n'y pense pas encore. Pour le moment, donnez-nous quand même le temps de rentrer à l'hôtel, reposer de cette longue montagne qu'on vient de franchir. Et peut-être demain, on va commencer à voir l'adversaire de mardi. Pour le moment, il fallait en finir avec la Guinée équatoriale qui a été très difficile pour nous. Je pense que ça serait prématuré pour nous de commencer à penser à l'adversaire de mardi. L'ancien attaquant et international camerounais Samuel Eto'o, suspendu pour 6 mois de tous les matchs des sélections de son pays. La commission des disciplines de la Fédération internationale reproche à l'ancien numéro 9 du Barça et capitaine de Lions indomptables du Cameroun d'avoir eu un comportement offensant envers des arbitres en violation des principes du fair play et le juge responsable d'une correction durant le récent mondial féminin U20 en Colombie. Le bras de fer entre Samuel Eto'o et la FIFA est loin de terminer alors que le football camerounais traverse des moments compliqués suite au conflit d'intérêts qui existe entre le ministre des Sports et Loisirs, Narcisse Moulé, et Samuel Eto'o, président de la FECOFA. La Fédération internationale de football association vient de secouer l'épée dans la plaie de Samuel Eto'o en le suspendant pour 6 mois pour son attitude lors d'une rencontre du mondial U20 des féminines. La commission des disciplines de la Fédération internationale reproche à l'ancien capitaine des Lions indomptables d'avoir eu un comportement offensant en violation des principes du fair play et le juge responsable d'incorrection. Il est également reproché à Eto'o d'avoir mis la pression sur les officiels lors des 8e de finale perdus par les Camerounaises contre le Brésil 3-1 après prolongation lors du mondial U20 disputé à Bogota en Colombie du 31 août au 22 septembre dernier. Par contre, la suspension d'Eto'o ne concerne pas ses fonctions de président de la fédération, mais l'empêchera d'assister aux matchs de football masculin et féminin impliquant des équipes représentatives de la FECAFOOT dans toutes les catégories ou groupes d'âge, a précisé l'instance dirigeante du football mondial. Place au rappel des titres à présent. Décès de Mutombo Dikembe décédé d'un cancer de cerveau. Les hommages continuent de pleuvoir à travers le monde pour ce géant du basketball, pivot de très grande taille et philanthrope.
de médecins œuvrant dans le secteur public ont organisé un sit-in à la primature pour réclamer leur alignement pour le paiement de leurs primes au dernier trimestre de 2024. La question de la révision de la Constitution est-elle prioritaire alors que plusieurs partis de la RDC sont occupés par le rebelle du M23 ? Le sujet ravive la polémique entre la classe politique congolaise. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations U20, le Léopard affronte ce soir les Lions indomptables du Cameroun en demi-finale du tournoi Unifac. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Poursuivons l'actualité à travers le journal ici d'informations sélectionnées par Héritier Tambois qui nous rejoint. Bonjour. Merci beaucoup Bédrine et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. On ouvre votre revue avec ce sujet visite de Félix Tshisekedi en Hongrie. Cette question est à la une de plusieurs médias. Absolument, et il y a une interrogation par exemple à la une du journal, le journal Observateur que vous allez voir juste derrière moi. Mais qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre concrètement des entretiens que leur chef de l'État a eu avec les leaders hongrois? C'est interrogé le nouvel Observateur qui ajoute qu'il est vrai qu'avant ces déplacements, des accords de coopération bédrine ont été signés entre la République démocratique du Congo et ses partenaires, mais sur le terrain, aucun impact visible n'a été enregistré. Dans les médias, à un autre, le potentiel nous laisse lire tête à tête Orbán Tshisekedi en Hongrie vers un partenariat innovant entre Kinshasa et Budapest. Selon ce journal, cette visite d'État est marquée par des rencontres de haut niveau et la signature d'accords des coopérations avec les autorités hongroises. Pour Félix Tshisekedi, écrit les potentiels, cette démarche s'inscrit dans une vision globale de renforcement des partenariats internationaux visant à positionner la République démocratique du Congo comme un acteur clé sur la scène mondiale, tout en tirant la meilleure partie des opportunités bédrines offertes par lui sous la présidence hongroise. Et on va finir avec ce sujet qui rallume le débat dans la classe politique congolaise. L'UDPS de plus en plus favorable à la révision de certaines dispositions de la Absolument, Constitution. Bédrine, le média en ligne réforme.cd rapporte que pour Augustin Kabouya, dans la constitution actuelle de la République démocratique du Congo, le président de la République a en théorie 5 ans, mais en pratique cela ne correspond qu'à 3 ans. Voilà qui justifie sa position par rapport à la révision constitutionnelle. Chez le site d'information RFI, il est écrit « Augustin Kabouya du parti présidentiel l'UDPS plaide pour une révision de la Constitution. » Dans son intervention, Augustin Kabouya a plaidé en faveur d'une révision de la Constitution, estimant que celle-ci présente plusieurs lacunes. Selon lui, les 5 ans de mandat présidentiel ne sont pas effectifs. Une partie de cette durée a été consacrée, dit-il, aux négociations pour la formation du gouvernement. Ces déclarations ont rapidement été dénoncées par plusieurs organisations de la société civile et des opposants. Par exemple, Bédrine, l'ONG Justicia ASBL, relayée par RFI, a réagi en accusant Augustin Kabouya de s'aimer volontairement la confusion entre révision et changement de la Constitution. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mardi. Merci Héritier Tambois pour ces détails. Je vous en prie. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Restez fidèles à votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.